Après plus de 20 ans passés au sein d'organisations internationales comme le PNUD et l'UNICEF, où elle a piloté des programmes de développement et de santé publique en Afrique et en Asie, Thérèse Maye Diouf-Bah a fait un choix qui a surpris plus d'un. Quitter une carrière internationale pour revenir au Sénégal et se consacrer à l'agriculture. À Tchadjaï, elle fonde Growing Life, une ferme agroécologique spécialisée dans la production biologique et la transformation de produits locaux. Mais au-delà de l'agriculture, son ambition est avant tout sociale. À travers son entreprise, elle veut créer des emplois en milieu rural, favoriser l'autonomisation des femmes, offrir des perspectives aux jeunes et contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Là, on vient de finir la visite. Merci beaucoup pour la visite de Growing Life Farm. Donc, est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un peu de votre projet, en quoi ça consiste? D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venus, surtout un jour de pluie, c'est pas évident. Mais c'est notre première pluie, donc on souhaite tout le bonheur du monde à l'ensemble du Sénégal et surtout un bon hivernage. On est dans le cadre de la production. Donc, comme vous l'avez vu, Growing Life, ça va au-delà d'une ferme. Souvent, quand j'avais l'habitude au début de dire micro-ferme, production, etc. Mais je pense que d'après tout ce qu'on a vu et les discussions qu'on a eues, vous avez remarqué que c'était plus qu'une ferme. Mais pour moi, aujourd'hui, ça a évolué vers ce que j'appelle un laboratoire d'innovation. Donc, il y a un laboratoire parce qu'on essaie énormément de choses ici, ce qui va des légumes qu'on plante à nos pratiques culturelles, mais aussi aux pilotes qu'on fait avec les femmes dans ce qui est l'accompagnement, le leadership, l'entrepreneuriat, mais aussi l'incubation, parce qu'on reçoit énormément de stagiaires, surtout les filles qui ont souvent des problèmes pour avoir des cadres de stage sécurisés. Donc là aussi, on a expérimenté le modèle depuis maintenant qu'on existe. Et donc voilà, comme je dis, c'est un laboratoire de plein d'initiatives, d'innovation. Voilà, c'est ça qui fait en fait Growing Life, avec plusieurs pôles. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé dans la création de Growing Life? Growing Life, comme je l'ai dit, c'est un projet de vie qui a évolué vers un projet entrepreneurial. Mais à l'origine, c'était vraiment un projet de vie, de changement de vie, de reconnexion à la nature, de donner un sens à sa propre vie à soi. Et ça a évolué vers un projet entrepreneurial parce qu'on produit, on commercialise. Donc on est dans la recherche des idées, développement, etc. Donc au fur et à mesure, donc on s'est retrouvés, en tout cas dans l'entrepreneuriat et au-delà de l'entrepreneuriat. Donc un entrepreneuriat social et solidaire qu'on essaie aussi de répliquer, donc de vulgariser à travers le monde rural qui nous entoure et qu'on espère aussi qu'on va aller au-delà de ça. Vous parlez que vous avez commercialisé. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup chez vous comme produit? En dehors de, quand je dis une centaine de variétés de légumes, parce qu'il y a une différence entre variété et spéculation. Quand je dis les aubergines, je fais par exemple peut-être dizaine de variétés d'aubergines. Donc on a plus d'une centaine de légumes qu'on produit ici chaque année. Mais en dehors de ça, on a les produits transformés. Je pense qu'on a vu ce matin les bocaux qu'on fait, donc les tartinades. On a plusieurs façons de tartinades qu'on fait, salées ou sucrées. On a aussi des infusions, donc tout ce qui est tisane, en tout cas tout ce qui ont produit dans la ferme est transformé. La transformation est guidée par nos récoltes. Donc voilà, c'est ce qu'on fait comme commercialisation, mais on commence petit à petit aussi, parce que ça aussi c'est la commercialisation, même si c'est des services, à faire du conseil pour les personnes qui veulent mettre en place donc des initiatives comme ça, des micro-fermes bio-intensives, donc qui tournent autour des petites parcelles, mais avec un gros rendement donc, par derrière. Vous avez parlé de formation, d'incubation. Est-ce que vous avez à peu près des chiffres sur le nombre de personnes que vous avez formées ou des communautés? Pour ce qui est des femmes, on va dire qu'on est dans les à peu près 1000 femmes formées.
depuis qu'on a commencé. Parce qu'on est en train de répliquer le modèle au niveau de 10 villages et où les femmes se sont constituées en groupement, que ce soit des femmes de même âge, que ce soit des femmes d'ethnie, de la même ethnie ou d'ethnies différentes. Donc voilà. Et chaque groupement fait environ 100 femmes. Il y en a qui font beaucoup plus de 100 femmes, mais on n'est pas dans la guerre, comme je dis tout le temps, dans la guerre de la quantité, on est plus dans la bataille de la qualité. Donc on veut, quand on s'engage avec un groupe de femmes, qu'on aille avec elles jusqu'au bout, en étant sûr aussi de la pérennisation de ce qu'on est en train de faire avec elles. Parce qu'elles sont actrices, elles sont collaboratrices, elles sont partenaires, mais elles s'approprient le modèle parce que c'est à eux, ce n'est pas à nous, nous sommes juste des catalystes qu'on les accompagne. Donc pour ce qui est des jeunes formés, on est aujourd'hui à une centaine de jeunes, pas formés mais incubés, entre guillemets, parce qu'on reçoit les jeunes en stage entre 3 et 6 mois après la formation. On ne les forme pas initialement. On les reçoit après la formation et on les initie à l'agriculture biologique, ce qui n'est pas en général ce qu'ils apprennent à l'école. Ils apprennent l'agriculture conventionnelle avec les pesticides, etc. Et on les initie aussi par rapport au modèle qu'on fait, qui est un modèle qui est quand même unique au Sénégal. Donc pour ça, on est à une centaine de jeunes qu'on a, on va dire, accompagnés. Et maintenant, pour ce qui est des clients, c'est là où il faut qu'on s'assoie encore et qu'on fasse le chiffre parce qu'on a les abonnés. Donc on a au moins une soixantaine de familles qui sont inscrites régulièrement, livrées toutes les semaines. Mais en dehors de ça, on a ceux qui viennent, qui sont inscrits mais qui ne sont pas réguliers. Et on a aussi ceux qu'on rencontre que sur les marchés fermiers. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a contribué aussi à mettre à disposition donc des produits de qualité, des produits sains, des produits bio, donc au niveau de la population. Et ça, c'était aussi un de nos objectifs, donc des impacts qu'on recherchait. Ok. Et si par exemple des prospects voudraient devenir clients, certaines personnes voudraient commander, quelles sont les étapes pour commander chez vous? Pour commander chez nous, il faut déjà s'inscrire à notre liste de distribution. Donc on partage ces informations-là sur nos réseaux, qui sont pour l'instant Instagram et Facebook. Et donc il faut s'inscrire sur notre liste de distribution. Et puis une fois qu'on est inscrit sur la liste de distribution, on reçoit chaque semaine la disponibilité. Donc on est dans le bio. Déjà on cherche des personnes qui partagent les mêmes valeurs agrobiologiques. Des gens qui ne vont pas nous faire des histoires parce qu'ils ont trouvé qu'un poivron a été grignoté. Donc vous avez vu, on a reconstruit un écosystème, donc on vit avec les oiseaux qui picorent des fois les tomates, etc. Malgré le tri qu'on fait, il y a peut-être 1 ou 2 tomates picorées par un oiseau qui vont se retrouver dans le panier. Donc on veut être sûr que ces personnes qui vont acheter savent qu'ils sont donc dans une démarche bio. Et c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà, l'autre chose, c'est que donc, chaque semaine, donc, on donne la liste de ce qu'il y a. On peut dire que, par exemple, on aura beaucoup de tomates et puis on peut se retrouver avec une invasion d'écureuils qui nous mangent nos tomates. Voilà, c'est le bio. Voilà. Et donc voilà. Et puis les personnes peuvent donc commander, après faire le choix. On n'a pas de panier spécifique à leur imposer parce qu'on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. C'est pour ça qu'on ne fait pas de panier. Et puis, les personnes commandent et ils sont livrés toutes les semaines. Maintenant, on a un autre concept qu'on appelle Community Supported Agriculture. En français, je pense que c'est agriculture soutenue par la communauté. C'est ça que ça s'appelle, mais c'est plus type AMAP. Je pense que les Français, les francophones, ils connaissent plus l'AMAP, les Européens. C'est un système où les clients, c'est même pas des clients. J'ai un peu de mal à appeler ceux qui collaborent avec nous des clients. Donc c'est un groupe de personnes qui s'engagent avec nous, qui prennent des risques avec nous, donc qui achètent en amont la récolte. Donc ils payent avant même qu'on commence à produire pour nous permettre donc de pouvoir nous avoir de quoi démarrer la saison. Et donc ces personnes-là ne font pas de choix, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'il y a. Chaque semaine, donc, on leur livre un sac avec des légumes, donc ce qu'il y a avec des recettes, etc., etc. Donc voilà, c'est le type qu'on a. Et puis le troisième modèle qu'on a, c'est la collaboration qu'on a en B2B, donc avec les épiceries fines. Parce qu'on ne travaille pas avec les grandes surfaces, un peu à l'encontre de nos valeurs et du modèle. Donc des quelques épiceries fines où les gens peuvent trouver une partie
pas tous nos produits, mais une partie de nos produits. Et puis, la partie que je préfère le plus, c'est les marchés fermiers, où là, on a l'opportunité d'avoir une rencontre physique avec nos clients, donc de pouvoir papoter, de pouvoir se connaître, de pouvoir échanger des recettes, etc., etc. Et de pouvoir expliquer nos légumes, parce que beaucoup de nos légumes ne sont pas connus. Donc de pouvoir expliquer, donner des conseils et d'en recevoir aussi de par les clients qui connaissent bien ces légumes-là parce qu'ils sont originaires de pays où on les consomme. Voilà. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter dans 2 ou 5 ans dans le futur? Oh là là, tellement de choses. Mais je pense que la plus grande chose qu'on pourrait me souhaiter, c'est d'avoir une multiplicité de micro-fermes parce que c'est notre combat. L'idée, c'est pas de faire une grande ferme et d'être la plus grande ferme du Sénégal. L'idée, c'est de pouvoir reproduire ce modèle-là le maximum possible afin que des hectares et des hectares et des hectares de terre au Sénégal soient préservés, donc soit cultivés de manière biologique, de manière régénératrice et que beaucoup de familles aussi, parce que les micro-fermes, c'est en général des petites exploitations familiales, que beaucoup de familles puissent se retrouver je ne sais pas comment on dit, empowered économiquement, surtout les femmes, donc qu'elles puissent être autosuffisantes, qu'elles puissent se nourrir et qu'elles puissent au-delà de se nourrir, donc pouvoir se faire des économies, je ne sais pas comment on dit ça, pouvoir empowered économiquement et qu'elles puissent subvenir à leurs besoins grâce à leurs petites exploitations familiales. En tout cas, ce que je veux, c'est qu'il y ait des milliers de Growing Life, quel que soit le nom qu'on leur donne, des milliers de micro-fermes biologiques à travers le Sénégal et au-delà. Ok, c'est un projet très noble, je vous le souhaite. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et je nous souhaite en tout cas une très longue collaboration. J'espère que le Made in Sénégal, qui est vraiment un concept, plus qu'un concept, pourrait vraiment nous aider à nous développer et puis à avancer de la manière la plus rapide possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.